J'avais 13 ans. C'est l'âge où on se rappelle un peu de tout. On voyait les communistes, mais on ne comprenait pas comment ils sont, quoi. On pensait qu'ils sont différents que nous, puis on en parlait tellement, on pensait ce sont des monstres ou bien enfin, dans l'imagination de l'enfance, quoi. Et puis, en fait, ce sont des soldats, quoi. Et ensuite, on est resté quand même pendant 2 ans dans les camps de Thaïlande. Ça a dû être très difficile, quoi. Les camps et puis tout. Mon père leur disait qu'il se souvenait quand il était dans les camps. Lui et puis ses copains, ils allaient travailler toute la journée et pour même pas 10 francs. Et puis bon, ça m'avait marqué. Et puis... Attendez, j'y arrive pas. Il y eut une époque lointaine où les Hmong cultivaient la terre au bord du fleuve Jaune et se déplaçaient à cheval à travers les grandes plaines de Chine. Par la suite, repoussés par plus puissants qu'eux, ces agriculteurs pacifiques s'enfuirent dans les montagnes. Là-haut, ils devinrent de farouches guerriers qui surgissaient d'au-dessus des nuages pour défendre leur liberté. Au XXe siècle, les Hmong se sont trouvés au centre de plusieurs conflits. Et parce qu'ils avaient choisi dans cette péninsule indochinoise d'aider la France et les États-Unis, il ne leur restait plus à l'arrivée des communistes qu'à partir en exil. En 1977, 7000 réfugiés quittent l'Asie du Sud-Est pour la France et 1000 d'entre eux arrivent en Guyane pour commencer une nouvelle vie dans la forêt amazonienne. La France était bien obligée de le recevoir. Les Hmong, dans les conditions qu'ils se trouvaient, c'était bien la cause des Français et des Américains. Par conséquent, les gens qui savent un peu l'histoire ne peuvent pas refuser les Hmong. Les Hmong, en quelque sorte, ils sont chez eux. Moi, je ne suis pas un cultivateur, je suis un pêcheur. De mon activité, eh bien, je faisais de mon mieux pour pouvoir apporter de la nourriture à la population. C'est ce que font les Hmong actuellement. J'étais simplement à la descente d'avion, le soir, là. L'avion, on a demandé qu'il n'arrive pas avant la tombée du jour, à cause de la peur qu'il y ait des mouvements de la population de certains groupes. Alors on avait mis des camions qui devaient les prendre en bout de piste. Ils sont arrivés la nuit, filmés par RFO. C'était des gens, des femmes, des gosses, complètement esquintés. Puis le lendemain, on a continué sur Cacao. En Guyane, l'arrivée des Hmong ne passe pas inaperçue. Des élus manifestent et expriment le malaise de la population. La Guyane est un département peu peuplé qui a peur de voir sa culture disparaître, envahie par une communauté étrangère. Un élu prend malgré tout la responsabilité de les accueillir. Mon inspiration de ce moment, c'était d'apporter une aide humanitaire à ces personnes qui étaient déplacées, et parce que également cette opération participait de ma conception du développement de la Guyane en créant des villages d'agriculteurs. Donc cette double volonté nous a fait choisir l'implantation à Cacao. Ce que je savais des Méo, c'est-à-dire des Hmong, c'était que c'était des nomades qui étaient partis de Chine vers le sud-Vietnam, le sud-est asiatique, et qui s'étaient installés sur les hautes montagnes qui séparent la Chine de cette région de l'Asie. Et nous avons trouvé les montagnes de Cacao qui étaient à 417 mètres et nous avons voulu les installer là. Par la suite, j'ai appris qu'il y avait au moins 100 ans qu'ils n'étaient plus dans les montagnes et qu'ils étaient descendus dans la plaine du Mékong et où ils étaient parfaitement adaptés.
Le résultat, c'est qu'après avoir choisi les hauteurs de cacao, ils sont descendus sur le bord du fleuve de cacao. Le premier groupe, quelques familles et non pas plusieurs milliers comme on avait annoncé, s'installe donc au bord de la rivière Comté à 70 km de Cayenne, dans une clairière isolée. En commun, les familles Hmong commencent la déforestation, encadrées par les missionnaires qui les ont accompagnés et aidés d'un ingénieur agronome issu de leur communauté. Le cacao, quand on est arrivé, c'est en coin perdu. Et les Hmong, les Asiatiques de manière générale, ils ne veulent pas vivre en coin perdu. Alors tout de suite, on a créé le marché, on a fait avec nos moyens, et de façon que les touristes viennent, ils donnent le coin de fruits. Et aussi, en même temps, on se fréquente, on se sent rapproché. Quand je viens au marché, je vois tout le monde et ça change un peu de la semaine. « 20 ans plus tard, les Hmong sont environ 2000 installés dans plusieurs villages. Ils sont maraîchers et fournissent la Guyane en produits frais. Leur vie, la semaine, se passe dans les champs qu'ils ont gagnés sur la forêt. Quand il n'y a pas d'eau, c'est trop petit, les piments. Et il faut de temps en temps arroser, mais on ne peut pas arroser. On n'a pas les moyens pour le faire. Ça, c'est des piments parfumés. On ramasse une journée pour demain. Et à partir, on se lève à 2h30, 3h, départ à cacao, on arrive là-bas 4h30, 5h. Ce sont des ruraux, ce sont des gens par conséquent qui sont accrocheurs. C'est des gens qui sont prêts à se mettre en cadre pour vous aider, pour vous dépanner, pour faire n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour eux. Il raconte que quand on est Hmong, on travaille et quand on travaille beaucoup, on est content, mais à la fois on a la nostalgie. Monsieur Ya a été au Laos, l'un des premiers Hmong christianisés. En arrivant à Cacao, il a cherché et trouvé dans la forêt des bambous pour ses flûtes et des lianes pour ses paniers. Il élève des buffles au bord de la rivière et vit entouré de ses enfants. Lorsqu'ils vivaient en Asie, les Hmong avaient une organisation en clans, chefs de famille et conseils des anciens. En Guyane, se sont ajoutées la loi française, les autorités municipales et régionales. Mais les Hmong ont conservé leurs coutumes. La religion animiste traditionnelle se pratique dans les villages, soit en famille, soit sous la direction du chaman. Lorsque la maladie ou la malchance accable une famille Hmong animiste, le chaman pratique une cérémonie devant l'autel des esprits. S'exprimant dans un langage sacré, le chaman s'en va faire le tour du ciel et de la terre, à cheval, en souvenir des ancêtres qui étaient des cavaliers. C'est à travers les 12 montagnes, un long voyage qui n'est pas sans danger. Il va se protéger par le porc qui est sacrifié et qui est chargé de protéger cette maison et en particulier l'âme de la dame.
La religion animiste est la religion des bons et des mauvais esprits. Elle est pratiquée par environ 20% des familles de cacao. Lorsqu'il est arrivé dans l'au-delà, le chaman a pour devoir d'obstruer les orifices par où se sont échappés les esprits vitaux du malade. C'est une transe légère mais continue comme ça, il n'y a quasiment pas de temps d'arrêt. Le seul temps d'arrêt, c'est lorsque il est avec son armée, il discute avec, disons, ses commandants en chef, mais sinon, il y a toujours cette transe permanente jusqu'à la fin. Et donc maintenant, il vient d'atterrir dans le monde de l'au-delà et en quelque sorte dans cette maison où ils vont essayer de diagnostiquer ce qui va, ce qui ne va pas dans la maison. Il y a toujours accompagné par le gong. C'est à la fois le rôle de vaisseau spatial et puis aussi de protecteur aussi pour lui. L'esprit égaré est capturé symboliquement et échangé figurine contre esprit. Le porc sacrifié a pour vocation de protéger définitivement l'esprit de la jeune femme qui doit accoucher prochainement. La cérémonie se termine par l'enterrement de la figurine, donc de l'esprit de cette jeune femme dans ses vies antérieures. Désormais, la future maman est protégée. La viande du porc sacrifié est toujours consommée au cours du repas qui suit la cérémonie, juste après la prosternation des fidèles devant les anciens. Ce type de cérémonie devient rare même chez les animistes. Un seul chaman exerce cette médecine sacrée à cacao. Il est agriculteur comme les autres, mais il a reçu une formation très spéciale et il connaît bien les plantes médicinales. Ça, c'est on portait avec nous au Laos. C'est nous qui, chaque famille, qui portait peu à peu. On mettait dans le bagage et bien on va arriver ici, on va planter. Ça, c'est pour la famille uniquement. Ça, c'est beaucoup les familles Hmong qui avoir le bébé avec ce plan-là. Ça s'appelle Titeneng. C'est là, c'est Tati. Ici, c'est très difficile pour protéger. La terre, c'est pas très bonne. Et puis, on plantait dans les pots à côté de la maison. Ça fait 20 ans que je fais le gérant de l'agence postale de cacao depuis septembre 79. Donc. Actuellement, je le fais à pied, mais je l'ai eu fait en pirogue, je l'ai eu fait en vélo, en voiture, et il n'y a qu'à cheval où je ne l'ai pas fait. Cacao, village isolé, resté depuis 20 ans presque exclusivement habité par les Hmong à quelques exceptions près. La moitié des familles est catholique et en arrivant, la première église construite a été en fait démontée du village voisin, un vieux village créole abandonné. Dans ce village qui s'appelle Dégradé de Mont, il reste un unique habitant qui n'a pas oublié le jour où les Hmong sont arrivés. Bon, l'onivé, cacao, pour ma tête, pour aller, pour le canot là, pour aller cacao, l'onivé, tout partout. Bon, j'ai toujours fait mon va-et-vient, fait va-et-vient. Et puis, c'est le Hmong aussi, il y a quelqu'un qui a fait des maisons. Il y a des camarades, des connaissances, des Hmong, quand ils viennent là, quand ils disent, c'est mon dit, tu là, qui s'est tourné. Bon,
Il va me des d'acier, j'en ai il va me tout bail. Faut rien. Et ben, pour moi, j'ai trouvé c'est bien gentil. Vous n'êtes pas trop seul ici? Hein? Vous n'êtes pas trop tout seul? Oh, oui, toujours tout seul, mais c'est pas fait. Il y a aussi des familles protestantes au village, comme Bi et Daniel, qui ont formé le premier couple mixte de cacao. Le pasteur actuel est américain. Il est l'un des 130 000 Hmong émigrés aux États-Unis. Je suis marié au temple protestant, oui. Quand on voit votre épouse jeune fille, elles sont dans la boue, il y avait beaucoup de boue dans les rues? Il y avait énormément de boue parce que c'était des rues qui n'étaient pas asphaltées. Et il pleuvait beaucoup à l'époque et il y avait les tracteurs, donc il y avait de la boue partout dans le village. Et on cultivait du riz encore à cette époque-là? On faisait du riz pluvial, oui, le riz qu'on cultive comme on cultive le blé en métropole, parce que c'était essentiellement la nourriture des gens. Hein. Et les Hmong, ce sont des gens qui plantaient du riz tout le temps. Quoi. Puis maintenant, avec l'argent des légumes, on achète du riz. Quoi. J'ai retrouvé mon épouse par hasard dans un magasin de Cayenne sur une carte postale. À l'époque, c'était pas mon épouse, c'est le hasard. Hein. Visiblement, le photographe était inspiré autant que moi. On a planté beaucoup de riz noir et puis de riz blanc aussi, mais c'est vraiment différent. Parce que le problème que chaque année, les communautés Hmong, on a fait la fête de Nouvel An et puis on avait besoin de riz pour faire le gâteau traditionnel. La saison sèche est presque terminée. Cacao prépare la fête du Nouvel An. Seul moment de l'année où les Hmong arrêtent le travail. On nettoie le village et chaque famille cuisine les galettes de la fête à partir d'un riz violet au goût très particulier. On prépare aussi le sirop de canne à sucre dans lequel les galettes seront trempées. Le Nouvel An, c'est bien sûr le souvenir perpétué des traditions d'Asie, mais aussi un peu de métissage culturel, en tout cas une fête bien vivante pour laquelle se déplacent les parents de France et les cousins des États-Unis. Au Hmong de l'extérieur se joignent les touristes et la population guyanaise. Et pendant que Cacao organise son Nouvel An, Javoué se prépare à fêter son 20e anniversaire. Le deuxième village Hmong est né 2 ans après le premier, à l'ouest du département. Là, on va au marché. On va poser la première pierre et après, on va se faire. On va aller là-bas, non? Oui, on va. Amène de l'eau, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Hein. Je suis tout sauf des couleurs. Le plutôt bien. Je vous laisse les principaux partenaires. Avec pour le second avec de l'eau, là. Très bien. J'avais 7 ans et nous sommes arrivés dans la nuit avec des bus de militaires et des jeeps en avant, des jeeps en arrière avec des mitrailleuses qui nous surveillent jusqu'à notre campement, le village de Javoué. À l'époque, je ne parlais pas le français, ni mes parents. Il y avait que le prêtre et
un seul mot qui parlait un peu le français. On nous a largués dans un champ déforesté, il y a des moustiques partout, nous ne pouvons pas sortir dehors, on est obligé de manger sous des moustiquaires. Donc tout le monde a le moral quasiment zéro. Nous avons donné notre engagement et nous devons rester ici. Donc avec cette pensée dans la tête, tout le monde s'est calmé et puis on a tout fait pour qu'on puisse adapter à ce pays et rester. C'était il y a 20 ans. C'est vrai, c'est très court et c'est très long. Car ça fait déjà une génération de jeunes qui sont nés ici et eux, ils n'ont aucun contact et aucune image de là où leurs parents venaient. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les immenses champs cultivés et les vergers qui entourent Javoué, on constate que les Hmongs se sont adaptés, mais que pour cela, ils ont beaucoup travaillé. On n'a rien de très riche. Vous n'êtes pas riche? Non, pas tellement. Ici, c'est travail dur. Mais vous gagnez beaucoup d'argent en vendant sur le marché? Non, peut-être 4 000, 3 000 par semaine, mais beaucoup utilisé, beaucoup payé aussi. Il faut acheter des onglets, des produits. En Guyane, des onglets, des produits sont très chers aussi. Alors, gagner un peu aussi, mais il faut beaucoup acheter aussi. Il n'y a pas de chance. Oh non. Javoué, dans ses débuts, a souffert encore plus que Cacao de l'éloignement, mais le village avait pour atout de larges surfaces planes, faciles à mécaniser. Il s'est donc bien développé, il fournit les marchés de Kourou, de Saint-Laurent, et est aujourd'hui le village Hmong le plus peuplé. Entre la cueillette, la préparation des légumes, le chargement des camions et les longs trajets de nuit, on dort peu à Javoué, les veilles de marché. En Guyane, les premiers réfugiés ne sont pas tous restés. Exemple, à Cacao, la population du début s'est renouvelée de plus de la moitié. Les Hmongs se déplacent, font des études ou rejoignent leur famille ailleurs, par exemple aux États-Unis. Mais de métropole, il y a aussi de nouveaux arrivés qui, faute de terre, reprennent la vie de pionnier. On est arrivé, c'est en forêt. La nationale est encore une piste. On nous a montré ici que si vous voulez installer, il y a cette zone qui peut être libre pour vous. On est venu coucher 2 nuits ici dans la forêt, visiter partout. Et on a dit, on a décidé, donc on est arrivé, on coupe à la main, c'est-à-dire avec le sable, les haches, tout ça, les tronçonneuses. On a préparé même les tronçonneuses depuis la France pour venir couper ici. On avait quand même travaillé dur pendant 7 ans, très dur même. Nos enfants sont nés en métropole et mes enfants m'ont pas dit ouvertement, mais ils ont quand même, j'ai l'impression qu'ils ont dit que je suis un peu fou pour les amener jusqu'à ici. Maintenant, petit à petit, on a travaillé, il y a des choses qui se sont mises en place. Ils pensent que, quelque part, peut-être j'avais raison. On veut quand même travailler dans l'agriculture, bien sûr, mais un peu penser au tourisme, écotourisme. Et actuellement, on a un projet de mise en place d'une petite unité de transformation. Nous avons de l'électricité.
Nous avons un projet de forage pour l'eau, mais c'est pour l'eau de l'irrigation, donc on peut éventuellement servir pour la maison pour les WC, les toilettes comme ça, mais pas pour l'eau potable. L'eau potable, il faut réfléchir. Et puis, ce qui nous manque cruellement, c'est le téléphone, quoi, et puis la télévision. À Corosony, autour de Vincent-Eux, se sont regroupées plusieurs familles. Tcheu et Raymond ont fait leurs études en France et aux États-Unis. Ils ont choisi Regina pour élever leurs enfants et construire leur maison. On veut vivre dans un endroit tranquille. Et puis on aime la nature, on aime la terre. On est venu pas pour la fortune, mais pour la tranquillité, pour la paix, pour le calme, tout ça. On aime la Guyane, parce que la Guyane, ça nous rappelle un peu notre pays. Quand j'étais à Paris, je pensais que Regina, c'est quand même, c'est pas aussi grand que Paris, mais je pensais que c'est pas ce tout petit ville comme ça. Je pensais que c'est peut-être comme Lyon ou comme Avignon, comme ça. Je pensais, Regina. C'était pas du tout ce que j'avais dans la tête, quoi. C'est pas l'image que je voyais. Quand je suis arrivée, j'étais étonnée. Ouais. J'ai choisi de travailler à la mairie parce que j'avais le choix de ne pas travailler du tout et que de faire que l'agriculture. Mais ça m'intéresse de voir la population parce que quand on fait l'agriculture, nous on est dans cette zone, on est toujours dans cette zone, on a moins de contact avec la population. De l'autre côté de la Guyane, sur la commune d'Irakubo, s'implante un nouveau village Hmong, celui de Kunamama. À quelques kilomètres de la route nationale, au bout d'une piste en latérite, pour l'instant on voit surtout des champs et quelques maisons équipées de l'électricité solaire. Tous ces jeunes couples qui acceptent de vivre là, au milieu des moustiques, avaient une activité professionnelle en France. C'est l'amour de la terre et l'esprit d'aventure qui les ont poussés à s'installer ici. C'est mon mari qui a décidé de venir en Guyane parce qu'il voulait être indépendant. Et donc il s'est mis à son compte dans l'agriculture. Et puis comme ça se liait plus à la vie d'antan, donc il est revenu en Guyane pour l'agriculture. Je ne suis pas vraiment heureuse, mais je m'y fais, quoi. On va rester, c'est sûr qu'on va rester, mais on va essayer quelques années encore dans l'agriculture et puis on verra bien si ça ne marche pas. L'un de nous deux va essayer de trouver un travail en ville et puis on va compenser avec. Sur l'implantation de Kunamama, on est à peu près une douzaine de familles. La relation familiale, ça aide beaucoup. Des fois, on peut demander conseil pour l'agriculture. Puis aussi, des fois, ils nous aident financièrement. Et donc, c'est pour ça qu'on se rassemble tous pour pouvoir s'entraider de temps en temps. Le marché de Montjoly, un petit marché en périphérie de Cayenne. Elisabeth et sa belle-sœur viennent de loin vendre ici parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Trouver une terre, une place au marché, voilà les problèmes de tous les jeunes couples Hmong de Guyane aujourd'hui. C'est très difficile d'arriver après les autres parce que déjà d'une, on n'a pas de fonds. Ceux qui sont déjà là depuis un moment, eux, ils maintiennent des prix assez bas. Donc nous, pour faire la concurrence, c'est très difficile parce que c'est pas rentable. La mariée que je veux. Bonjour, ça va bien? Vous venez avec moi. Nous sommes réunis pour célébrer le mariage de Monsieur Siong Lo, né le 3 novembre 1973 à Luang, au Laos, de nationalité française, et Mademoiselle Yaku Agnès, née le 20 octobre 1976 à Nam Yao, Thaïlande, de nationalité également française. Et 3 enfants vont être légitimés par le mariage. Il ne nous reste donc plus
qu'a célébré, qu'a procédé au mariage. Je vais vous demander de vous lever. Alors, Monsieur Sionglo, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Yakou Agnès? Oui, ça. Mademoiselle Yakou Agnès, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Sionglo? Oui, j'accepte. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Si on doit faire un baiser devant le maire. Je vais d'abord adresser mes félicitations à madame, puisqu'elle a embrassé son mari avec une certaine spontanéité. Je crois que c'est la première fois avec les jeunes femmes Hmong, parce qu'en règle générale, elles n'osent pas le faire en public. Donc je vous félicite tous les deux. Ça fait beaucoup de mariages Hmong que j'ai l'occasion de célébrer. Effectivement, il y a une population qui augmente de façon très importante. Comme je le dis toujours, chaque communauté doit garder sa spécificité culturelle, mais elle doit être avant tout partie intégrante de la grande communauté guyanaise. Donc une fois de plus, toutes mes félicitations et je vais vous chercher pour aller faire une photo. Regarde là, voilà. Vous pouvez regarder. Du Laos, les Hmong ont conservé une partie des coutumes concernant le mariage. Exemple, le prix de la fiancée, payé par le jeune homme autour de 15 000 francs, et la dot apportée par la jeune fille. La structure familiale garde toute sa place chez les Hmong de Guyane. Je trouve que c'est un peu injuste dans ce village qu'il y a beaucoup d'injustice parce que la commune n'aide pas vraiment les Hmong à évoluer correctement. Ça fait 3 ans que je me suis installée en Guyane, on cherche un petit lopin de terre juste pour construire une maison et c'est impossible à trouver. Kakao est sur la commune de Roura, comme Javoué dépend de Mana. À présent, les Hmong voudraient créer leur propre commune, mais les autorités régionales y sont fermement opposées. On est assez nombreux, environ une dizaine de jeunes mariés qui n'ont pas de terrain. Mais on a commencé à demander un terrain, au fond, sur la route de Sobief. Vous n'avez qu'un seul enfant? Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres familles qui ont un seul enfant. Mais la plupart des autres, ils ont beaucoup d'enfants. Le maximum, c'est une quinzaine d'enfants dans la famille. Je ne sais pas comment ils vivent. Sinon, si je voulais d'autres enfants, je suis sûr que je peux en avoir. Justin fait partie des jeunes qui ont fréquenté avec succès l'école de Kakao. Après une formation technique, il a travaillé à l'extérieur quelques années, puis il est revenu à la terre. 400 enfants fréquentent l'école et le collège privé de Kakao, auquel il faut ajouter les élèves de l'école publique, créée beaucoup plus tard. Une droite qui passe par 2 points A et le point B. Et vous avez un point C, d'accord? Quand je serai plus âgée, je ferai peut-être chanteuse. Où? À Kakao? Non, en métropole. En métropole, c'est super. Pourquoi? Parce que c'est grand et il y a plein de choses à voir. Il y a des grandes maisons là-bas. Et c'est plus joli là-bas qu'ici. En 1978 jusqu'en 81, je suis restée au village avec les Hmong, les parents, les enfants. J'ai beaucoup apprécié la vie commune qu'on vivait. Donc c'était une famille, tout le monde aidait tout le monde s'occupait de tout le monde et c'était très enrichissant comme expérience. Sœur Berthe est revenue au village après des années d'absence. Elle a retrouvé l'école agrandie, modernisée, et elle assiste aux cours de Hmong. Être bilingue ne place pas les enfants de Kakao en situation d'échec. Elle a pu le constater à son retour. À l'école même, je pense que les collégiens, ils ont une très
très grande réussite. Hein. On a près de 90% de réussite après la troisième. Et c'est seulement après qu'on a eu des échecs. Vous savez, au baccalauréat, il y en a très peu qui y arrivent. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque je pense qu'une fois qu'ils sont envoyés à Cayenne, c'est là qu'ils découvrent un petit peu la liberté. Et je pense que c'est une liberté trop large. Les lycées sont en ville, à Cayenne, Kourou ou Saint-Laurent. Les enfants quittent donc leur famille dès la classe de seconde. À Cayenne, frère Benjamin a créé un foyer pour une douzaine de garçons. Bon, regarde. D'autres parents louent des appartements. C'est le cas des parents d'Angèle qui logent leur fille à Cayenne et leur fils à Kourou. Le samedi, à 13h, c'est la fête. Les adolescents rentrent à la maison. Il y a un jour en chaud, alors là, jamais. Non, j'essaie au maximum de décrocher un boulot, mais les chances, ce sera pas quelque chose pour moi. Ici on est chez Pierrot, c'est là où, c'est l'endroit où tous les jeunes se rencontrent. C'est là où les samedis soirs on se donne rendez-vous ici. C'est l'endroit habituel où les jeunes viennent. C'est la seule occupation qu'ils trouvent à Cacao. Plus tard, comment tu t'envisages ta vie? Qu'est-ce que tu reviendrais faire? Eh ben, j'ai déjà essayé plusieurs choses, mais je crois que le seul moyen pour s'en sortir à Cacao, je vois pas grand-chose à part l'agriculture. Même si on veut pas faire ça, je crois qu'on est obligé de le faire, comme les parents ils sont obligés de le faire. C'est quand même un bon truc, ça rapporte quand même. Quand on va au marché, c'est bien mérité. Dans le secteur de Cacao, depuis le siècle dernier, on exploite l'or. Nous sommes à peu près à une dizaine de kilomètres de Cacao, à vol d'oiseau. C'est la même configuration de sol que Cacao. Donc dans le même sol, on fait des légumes et on trouve de l'or? Dans le même sol, c'est possible. Vous n'avez pas de jeunes monde qui travaillent sur la mine? Actuellement, non. Pour sortir l'or, il y a vraiment que le personnel brésilien qui connaît vraiment le travail. La Syrie, en revanche, emploie quelques jeunes, des techniciens et des ouvriers. Cette scierie a été principalement construite au départ, c'était pour la communauté Hmong de Cacao. Malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné, la scierie a dû fermer. Et maintenant, elle fonctionne depuis 2 ans, grâce à un groupe des Antiques. Les maisons de cacao elles sont principalement construites avec le bois de la scierie. Voilà. Il y a trop de concurrence sur le marché. C'est pour ça que les jeunes ils veulent partir. Quand tu travailles avec tes parents, c'est tout. Tu gagnes pas beaucoup. Combien vous gagnez par mois? Mon salaire de la Syrie est à 9 000 francs par mois. Mais ni la scierie, ni les élevages de crevettes en bassin, activité implantée dès l'arrivée des Hmong, n'ont créé assez d'emplois pour les jeunes. Actuellement, pour ne pas quitter le village, en dehors de la terre, il reste un seul espoir, le tourisme.
Ajavue, une association a été créée qui balade les touristes dans cette forêt amazonienne que les Hmongs ont découverte en arrivant et qu'ils ont apprivoisée. Ici, c'est le bois Chavori. Chavori, c'est le bois très très grand. La racine est très longue. Voilà, ça c'est le fleuve de Chavori. Li Xiong explique aux touristes la forêt, mais aussi la culture Hmong, les techniques de chasse et les pièges de guerre qui étaient utilisés au Laos. Ça c'est un piège pour montrer. On fait ça. Là, on bien accroché. Voilà, on bien tenu comme ça déjà. Et puis maintenant c'est une flèche pour mettre accroché ici. Voilà. Et si maintenant, s'il y a les animaux, ils passent, on bien barré. Et puis si c'est les animaux, ils passent, obligé, il est touché comme ça. S'il touche le pixel, et puis ça lance les flèches. Et ça pique le poitrain, tout ça. Et puis obligé, il est resté là. On fabriquait des pièges comme ça pour défendre. Pendant la guerre, beaucoup. On n'a pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de fusils pour défendre. Et obligé, on fabriquait des pièges comme ça. Voilà, ça c'est un fruit de canari macaque, ou bien le noix macaque. Voilà, ça c'est le fruit. Et le tronc, c'était le gros tronc comme ça. Voilà, dans l'intérieur, il y a beaucoup de grains comme le cacao, le chantin. Et le macaque, il mange bien, il est content beaucoup. Et quand il est arrivé, il est cueilli, il est tapé le bouchon, enlève. Et le grain, il est tombé après. Et le macaque, quand il enlève le bouchon, il mange le grain. Nous, les Hmongs, nous n'avons pas d'écriture. Et donc, de ce fait, dans le passé, nous n'avons pas de calendrier. Et nous essayons toujours d'adopter le calendrier du pays où nous sommes. Et ici, nous sommes en Occident. Et de surcroît, la plupart ici sont des chrétiens, des catholiques. Donc, nous adoptons le calendrier occidental. Nous sommes bien en 1999. Nous venons de passer en l'an 2000. Les dates, pour nous, importent peu. Ce qui importe, c'est le geste, le symbole. Et chez nous, comme on dit, les esprits, les génies n'ont pas sont, disons, aveugles et puis sont sourds. Alors, pour vous, que nous, les humains, disons que c'est vrai et puis c'est vrai. Le nouvel an est arrivé à Cacao. Il n'arrivera à Javoué qu'un mois plus tard, l'essentiel n'étant pas la date, mais de se réunir, de manger les galettes de riz, d'échanger des vœux de chance, d'abondance et de respecter, même quand on est plus animiste, les anciennes traditions. C'est aussi pour les jeunes l'occasion de porter le costume du clan et de jouer au jeu de la balle comme les parents, même si c'est à l'école et dans le bus que les jeunes couples se forment aujourd'hui. Ici en Guyane, nous avons retrouvé les meilleures conditions possibles pour vivre libre comme nous le voulons. Et beaucoup de nos compatriotes, si je peux dire, de métropoles, des États-Unis, de l'Asie ou ailleurs,
nous prennent pour des chanceux parce que nous sommes pour eux des modèles. Nous sommes aussi dans un endroit idéal pour vivre une vie comme les Hmong voudraient bien vivre. Nyangzhong, Xiongxia, Pem, Xinjiang. La fête terminée, au petit matin, hommes et femmes repartent vers les champs. Car c'est le travail constant qui leur a valu de transformer l'exil en une réussite économique et d'être enviés par les Hmong du monde entier. Même si les problèmes restent nombreux, régulariser leurs papiers, trouver des terres nouvelles, des places au marché et exporter. Et Daniel Laurent, le postier de Cacao, se demande ce que les hommes politiques qui défilaient il y a 20 ans dans les rues de Cayenne pour empêcher les Hmong d'arriver peuvent bien penser aujourd'hui lorsqu'ils vont acheter des fruits et des légumes au marché. Ce que j'aimerais dire aux hommes politiques lorsque ce genre, disons, de situation se présente, c'est d'attendre de voir. Parce que c'est pas la peine de crier au loup alors qu'il y a, ou au feu quand il n'y a pas le feu, et d'attendre de voir ce que les gens sont capables de faire, de donner la chance à chacun. Chacun peut arriver à faire quelque chose, mais il suffit de donner les moyens à la personne de le faire. Et puis d'être patient aussi, parce que, comme on dit en Guyane, à part même jouer fait tomber à dos, les cas pourris. Quand quelqu'un qui triche, il faut jouer. Quand on joue musique comme ça, quelqu'un qui connaît la musique, il connaît que c'est triste. Ça sort de cœur. Mon famille, c'est mon père, mon mère et 9 frères et sœurs. Mais ils sont tous morts, restent morts tout seuls depuis la guerre. Presque 20 ans que nous là, je crois que c'était bon. C'était très bon, mais on pensait à beaucoup de parents qu'on a laissés depuis mourir la guerre. Depuis des millénaires, le peuple Hmong est un peuple nostalgique qui compte 11 millions de personnes, dont 9 millions et demi en Chine. Traumatisés par la guerre, les Hmong n'aspirent en Guyane qu'à conserver leurs coutumes, travailler, voyager pour retrouver leurs familles dispersées et simplement vivre en paix. Allez, un peu haut. Stop. Allez, vas-en. Allez, tu crois? J'aime la forêt, parce que c'est tranquille. On a été en Guyane depuis 20 ans, on n'a pas entendu des guerres, des fusils, des bombes, des trucs. Allez, ok. La paix, c'est mieux.